m'avoir invité. Donc, moi, je suis responsable du... Ah, merci. Voilà. Donc, je suis très contente d'intervenir en plus à la fin de la journée parce que, bon, finalement, il y a beaucoup de choses que je vous ai présentées mais qui font écho à ce qui a déjà été dit. Donc, ça permettra aussi d'aller plus vite et puis que chacun puisse retourner dans ses foyers. Donc, juste un mot sur le CREAI. Donc, c'est le Centre régional d'études, d'action et d'information sur les populations en situation de vulnérabilité. Donc c'est un champ très large, il y a un CREAI par région en France, et notre champ est très large, c'est les personnes en situation de handicap, c'est les personnes âgées en perte d'autonomie, la protection de l'enfance, les personnes en difficulté sociale, les majeurs protégés, voilà. Et on fait des études, on fait des interventions dans les établissements pour faire de la formation continue ou pour, par exemple, aider une équipe à faire l'évaluation interne ou à faire une réactualisation du projet de service. On fait des colloques aussi, comme celui-là. J'en profite pour faire de la pub parce qu'on en fait un au mois de novembre sur la participation des personnes accompagnées, notamment avec les conseils de la vie sociale, et un autre en décembre sur les violences institutionnelles. Voilà. Et on a aussi développé un site internet qui s'appelle Handidonnées Nouvelle-Aquitaine. Donc je vous invite à aller dessus après. Et par exemple, vous verrez tout à l'heure, ce matin, on a parlé des GEM. Et donc sur le site, j'ai vu qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y avait 36 ou 38 GEM dédiés au trauma crânien, partout en Nouvelle-Aquitaine, sauf en Creuse. Donc les Creusois, s'il y en a, ben, peut-être c'est une idée à mettre en place. Non, c'est pas ça. Voilà, j'ai trouvé. Donc, un petit mot sur le contexte voilà, qui a amené à cette commande d'études. Bon, dans le temps, maintenant, ça n'existe plus. Il y avait des schémas régionaux à addiction. Maintenant, il n'y en a plus en tant que tel. Bon, du moins en Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas ailleurs. Mais c'est une question qui est néanmoins prise en compte dans le schéma régional de santé de l'ARS, donc qui couvre la période 2018-2028. Donc il y a une action qui concerne la prévention et la réduction des addictions, avec toutes leurs conséquences, et notamment sur, comme public prioritaire, les personnes en situation de handicap. Il y a une recommandation assez récente de la Haute Autorité de Santé, donc qui date de 2023, sur la prévention des addictions et réduction des risques et des dommages dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles, elles sont souvent très intéressantes, très bien faites et très complètes, avec des exemples concrets, des outils. C'est un peu l'équivalent dans le sanitaire, je dirais, des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Donc c'est quand même des feuilles de route. Et en fin d'année dernière, il y avait le CLANA qui nous avait contactés pour nous faire part de cette problématique qu'ils avaient observée chez les personnes cérébro-lésées concernées par une addiction, avec éventuellement l'idée de faire une étude pour un peu mieux cerner cette problématique. Donc l'ARS a dit d'accord, mais pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. Donc quelle a été la commande de l'ARS ? L'ARS nous a demandé d'établir un diagnostic partagé des besoins et des ressources des établissements et services donc, qui s'adressent aux personnes handicapées pour la prise en charge et l'accompagnement des conduites addictives. Donc avec un premier point de mesurer l'existence de ce phénomène et d'essayer de décrire les profils des personnes concernées, de voir quelles étaient les actions mises en place par les ESMS accompagnant ces personnes sur 3 niveaux, la prévention, le repérage et puis l'accompagnement, et puis voir tout ce qui est les ressources qui sont identifiées, les partenariats et les intervenants pairs. Donc l'expérience présentée par Algira était vraiment très, très éclairante et très intéressante en la matière. Et puis d'identifier les difficultés rencontrées pour trouver des réponses adaptées aux besoins qu'ils identifient. Voilà, alors il y a une méthodologie qui a été mise en place et donc l'étude est déjà commencée. Donc il y a eu dans un premier temps une recherche bibliographique
qui a été faite avec ces deux mots-clés, handicap et addiction, par la Coréade, qui est notre partenaire dans cette démarche. Donc la Coréade, c'est la coordination régionale addiction. Et donc, il y a une stagiaire qui faisait un master de santé publique qui a fait ce travail. Et il est assez éloquent parce qu'elle a trouvé pas énormément de références et quasiment tout en anglais. Voilà, ce qui fait que, et en français, c'est surtout Canada, Belgique et Suisse. Donc, en France, on ne s'est jamais vraiment posé la question, hein, tant en termes d'études que d'articles. Et nous, comme on a donc un CRAI par région, j'ai posé la question à mes collègues et donc aucun n'avait conduit dans sa région d'études identiques. Donc on va diffuser un questionnaire à l'ensemble des établissements et services du champ handicap. Je vais vous en dire un mot juste après. Après cette étape, il y aura quelques entretiens complémentaires qui vont être réalisés par la Coréade, une analyse de l'ensemble des données, à partir desquels on pourra définir des besoins et établir un plan d'action pour soutenir les ESMS sur ce volet. Et donc, pour accompagner ces travaux, on a mis en place un comité de pilotage, donc assez large, avec des médecins hospitaliers, des structures médico-sociales, des représentants d'Addiction France, de la Coréade aussi, des médiateurs pairs en santé, des représentants des familles, et donc le CLANA. Alors, le questionnaire, il va être diffusé donc à l'ensemble des structures pour handicap, pour personnes en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça représente à peu près 1000 structures. Et j'ai regardé en termes de fil actif potentiel, ça fait à peu près 50 000 personnes. Donc, c'est quand même une population assez importante. Donc le champ enfant, ça va être les CESAD, hein, les services ambulatoires et tous les établissements. Et le champ adulte, il y aura tout le champ, SAVS, SAMSA, établissement d'aide par le travail, UEROS, centre de réadaptation et de rééducation professionnelle, et puis tout ce qui est foyer, médicalisé ou non. Donc voilà, donc certains ont un agrément pour des personnes avec cérébrolésions, et puis d'autres, c'est handicap psychique, c'est polyhandicap, c'est déficience intellectuelle, déficience sensorielle. Donc on va avoir vraiment une palette très large de situations en termes de handicap et en termes d'autonomie, hein, puisqu'on a des gens à domicile et puis des gens qui sont en prise en charge institutionnelle complète. Donc le questionnaire est en phase de test actuellement, avec des retours intéressants pour peaufiner et penser vraiment à toutes les situations. Normalement, la semaine du 23 septembre, on le met en ligne et on informe tous les établissements et services concernés. Donc j'ai vu qu'il y en avait inscrit à cette journée. Voilà, donc voilà, d'ores et déjà, je vous en informe et voilà, je vous prie de bien vouloir participer. Donc le questionnaire, il est structuré en 3 parties. Décrire le phénomène des addictions et des conduites à risque dans les ESMS. Donc on va essayer de quantifier quel type de produit, quel type de profil, voilà. Répertorier les actions qui sont mises en place. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans le projet de service? Est-ce que dans les projets de vie des personnes, les addictions sont prises en compte? Est-ce que c'est quelque chose qui est repéré lors des admissions? Et puis on va essayer de voir aussi tout ce qui est mis en place en termes de prévention, en interne, en extérieur, avec quels partenaires, sous quelle forme. Et quand il y a besoin d'accompagnement, qui est sollicité et quels sont les constats en termes de satisfaction ou d'attente que peuvent faire les établissements et services. Voilà, alors sur ça, je ne vais pas revenir trop parce que M. Nubukpo l'a bien présenté ce matin. Donc, dans les établissements et services, la plupart du temps,
ils vont constater ce qu'on appelle des mésusages, hein, donc des pratiques qui peuvent amener des risques ou amener en situation de dépendance, mais il est assez rare que le diagnostic d'addiction en lui-même ait pu être fait. Donc voilà, on ne va pas demander aux équipes qui vont remplir, parce qu'on va préconiser bien sûr aussi que ça soit rempli de façon collégiale, hein, pour que ce soit l'occasion de faire un diagnostic partagé avec les soignants, les éducateurs, voilà, que ça soit vraiment partagé. Donc nous, on va rester sur le mésusage, toutes catégories confondues, voilà, sans pouvoir rentrer dans cette étude qui est une première photo de ce phénomène dans les établissements sur des notions aussi précises que jusqu'à la dépendance proprement dite. Alors, en termes de périmètre de l'étude, il est vraiment large et le premier comité de pilotage a souhaité qu'on ne se cantonne pas aux dépendances avec un produit. Donc, bien sûr, il y a tabac, alcool, mésusage des médicaments, hein, qui sont assez présents dans des structures pour des personnes qui ont des handicaps, cannabis, tout ce qui est illicite, commun, mais aussi les jeux d'argent, de hasard, les jeux vidéo, des addictions à la nourriture, des addictions au sexe. Donc voilà, on va essayer de voir la prévalence de ces différents types de comportements, mésusages dans les personnes accompagnées. Voilà. Et pour terminer, donc le calendrier, donc le questionnaire est construit, il est testé. Fin d'année, on commence à analyser. On complète avec des entretiens et puis sur le deuxième trimestre, on construit un plan d'action et on présente les résultats. Donc comme toutes les études qui sont conduites par le CREAI, tout sera à télécharger sur notre site. Voilà, je peux répondre à vos questions si vous en avez.